Le plus grand comeback de l'histoire des super-héros a failli ne jamais arriver. Les cadres d'Hollywood murmuraient qu'il était trop vieux, trop risqué, trop chargé de casseroles. Ils avaient déjà recasté son rôle le plus iconique avec un double lauréat des Oscars. Mais quand Wesley Snipes a remis les pieds sur le plateau de Deadpool & Wolverine en 2024, quelque chose a basculé. La réaction du public n'était pas juste positive, elle était sismique. Et maintenant, Marvel se retrouve face à une crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Les fondations. Pour comprendre comment Wesley Snipes a brisé les règles non écrites d'Hollywood sur les comebacks, il faut voir d'où il est parti. Parce que ce n'était pas un gamin privilégié qui a trébuché dans la gloire, c'était la survie dès le premier jour. 31 juillet 1962, Orlando, Floride. Wesley Trent Snipes naît dans un monde qui ne lui promet rien. Sa mère travaille dans la construction aéronautique. Famille monoparentale pendant de longues périodes de son enfance. Le sud du Bronx devient son foyer quand la famille déménage vers le nord. Ce n'était pas le Bronx des brochures touristiques, c'était le New York des années 70 où des blocs entiers ressemblaient à des zones de guerre. Mais à 7 ans, Snipes trouve quelque chose qui va lui sauver la vie plusieurs fois, les arts martiaux. Il commence le karaté, puis passe à d'autres disciplines. À 12 ans, il étudie à la Harlem School of the Arts, acting et combat en parallèle. La plupart des enfants choisissent une voie. Snipes marche sur les deux, comprenant instinctivement que son corps et sa présence seront ses armes dans une industrie conçue pour exclure les gens comme lui. High School of the Performing Arts à Manhattan, l'école de Fame. Snipes travaille plus dur que tout le monde autour de lui, parce qu'il le doit. Bourse pour la State University of New York à Purchase. Le gamin fauché est entouré d'étudiants dont les parents paient plein tarif sans sourciller. Il étudie le théâtre, affine son art et continue de s'entraîner. Ceinture noire 5e dan en Shorin-ryu, karaté, 4e dan en Hapkido, maîtrise en capoeira, kung-fu, jiu-jitsu brésilien. Ce n'étaient pas des ceintures de célébrité, c'était des décennies de dévotion légitime. 1984, clip de Bad de Michael Jackson. Snipes est casté comme voyou de rue. 30 secondes à l'écran, mais ça mène à de petits rôles au cinéma. Wildcats en 1986, joueur de foot lycéen. Streets of Gold de la même année. Personne ne remarque. Juste un autre acteur galérien qui fait le serveur entre deux auditions. Le système n'était pas fait pour lui. Un acteur noir avec de vraies compétences martiales dans les années 80. Hollywood ne savait pas où le mettre. Trop sérieux pour la comédie, trop qualifié pour les rôles de voyous de rue stéréotypés, trop américain pour les rôles d'artistes martial asiatiques. Alors, il reste affamé, continue de s'entraîner et attend que la porte s'entrouvre. La percée. 1999 change tout. Major League sort au cinéma et Snipes joue Willie Mays, le speedster grande gueule avec plus de confiance que de bon sens. Le rôle n'est pas profond, mais Snipes le rend mémorable. Il apporte un charisme qui saute à l'écran. Le public remarque. Surtout les directeurs de casting remarquent. Puis arrive New Jack City en 91. Nino Brown, seigneur de la drogue impitoyable régnant sur Harlem. Snipes livre une performance qui annonce qu'il est une vraie star. Le film rapporte plus de 47 millions domestiques. Warner Bros a trouvé son nouveau leader d'action, mais Snipes n'est pas intéressé par les cases. White Man Can't Jump en 92 prouve qu'il peut faire de la comédie aux côtés de Woody Harrelson. Il peut porter un film sans tirer un seul coup de feu. Puis Demolition Man en 93 le met face à Sylvester Stallone, jouant un psychopathe avec une vraie menace. Snipes fait ce que peu d'acteurs noirs pouvaient faire à l'époque. Il choisit ses rôles, construit un CV diversifié, refuse d'être enfermé. Mais en coulisses, il se bat pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait changer le cinéma de super-héros pour toujours. Le film qui a sauvé Marvel. Imaginez, c'est 1998. Les films de super-héros sont des blagues. Batman & Robin a tué le genre l'année dernière, avec des tétons en caoutchouc et des jeux de mots sur la glace. Les studios ne touchent plus aux propriétés comics. Marvel Comics saigne de l'argent, frôle la banquise, vend les droits cinématographiques de ses personnages juste pour garder les lumières allumées. Dans ce désastre, arrive Wesley Snipes avec un pitch. Blade, un chasseur de vampires mi-vampire issu d'un comic relativement obscur de Marvel. New Line Cinema pense qu'il est fou. Snipes ne cille pas. Il veut ce personnage. Il voit le potentiel que les cadres ne voient pas. Mais voici ce qui est intéressant. Wesley Snipes ne voulait pas juste jouer Blade, il s'est battu pour toute la vision. Sombre, violent, R-rated, tout ce que les films de super-héros ne devaient pas être. New Line résistait. Rendez-le plus léger, rendez-le PG-13. Snipes tient bon. Ce n'était pas Superman qui sauve des chatons, c'était un guerrier qui chasse des monstres.
Il fallait des dents. New Line finit par lâcher 45 millions et s'écarter. Quand Blade sort en août 1998, il rapporte 131 millions dans le monde. Plus important, il prouve quelque chose que Hollywood refusait de croire. Les films de super-héros sombres, violents et R-rated pouvaient marcher. Le public voulait du tranchant, il voulait des personnages qui blaignent. Blade 2 en 2002 est encore meilleur. Guillermo del Toro à la direction, 155 millions dans le monde. La trilogie imprime de l'argent et donne à Marvel Comics une bouée de vie dont ils avaient désespérément besoin. Des experts de l'industrie ont confirmé plus tard ce que Snipes savait depuis le début. Sans le succès de Blade, Marvel Entertainment ne survit pas pour lancer le MCU. Sans Snipes tranchant des vampires à l'écran avec de vraies compétences martiales et une vraie intensité, pas d'Iron Man en 2008, pas d'Avengers, pas de franchise à plusieurs milliards de dollars. Wesley Snipes n'a pas juste joué dans une trilogie réussie, il a sauvé Marvel Comics de l'effondrement total. Souvenez-vous-en bien, parce que Hollywood l'a vite oublié. Le début de la fin. Blade Trinity entre en production et les coulisses deviennent un chaos légendaire. Ryan Reynolds et Jessica Biel rejoignent le casting. David Goyer, qui avait écrit les 2 premiers films, prend la réalisation. Et Wesley Snipes passe en mode method actor d'une façon qui transforme le tournage en cauchemar. D'après le co-star Patton Oswalt et plusieurs membres de l'équipe, Snipes reste dans son personnage même hors caméra. Il passe la plupart de ses journées dans sa caravane, n'en sort que pour les gros plans, tandis qu'un doublure fait le reste. Le détail le plus célèbre, il aurait arrêté de parler directement au réalisateur David Goyer. Il communiquait exclusivement par post-it note signé Blade, sur une grosse production hollywoodienne. Des post-it. La situation dégénère quand Snipes reproche ce qu'il perçoit comme un manque de représentation noire sur le plateau. Il trouve que la production blanchit le film, que Blade est poussé sur le côté dans son propre film pour faire de la place à Reynolds et Biel. Les tensions explosent. Des rumeurs circulent selon lesquelles Snipes aurait essayé d'étrangler Goyer. Snipes dément fermement, soulignant qu'un homme noir agressant un réalisateur blanc aurait fini en prison. L'accusation seule montre à quel point c'était toxique. Ryan Reynolds se retrouve à jouer face à quelqu'un qui refuse de reconnaître son existence. Beaucoup de ses répliques les plus drôles viennent d'une frustration réelle. Il y a un moment où il dit « Il me déteste, hein ». Ça n'était pas écrit, c'était Reynolds commentant sa vraie relation avec Snipes pendant le tournage. Tout ça devient un désastre qui aboutit à un film médiocre. Trinity rapporte de l'argent, mais déçoit les fans. La réputation de Snipes prend un coup. Les murmures commencent à circuler dans Hollywood. Difficile, peu professionnel, dur à travailler avec, les étiquettes qui tuent les carrières. Mais ce n'était rien comparé à ce qui se passait déjà en coulisses. Pendant que Snipes combattait des vampires à l'écran, quelque chose de sinistre arrivait avec ses finances, et les conséquences allaient détruire tout ce qu'il avait construit. La chute. Au sommet de sa carrière, Wesley Snipes avait placé sa confiance dans les mauvaises personnes. Des conseillers financiers qui lui vendaient des théories bizarres sur la fiscalité, dont Ken Starr, plus tard révélé comme un énorme fraudeur lié à Bernie Madoff. Ils l'ont convaincu qu'il ne devait pas d'impôts fédéraux sur le revenu en utilisant l'argument 861, une théorie conspirationniste marginale affirmant que les citoyens américains ne pouvaient être taxés que sur les revenus étrangers. C'est du pur délire, rejeté par tous les tribunaux américains, mais ça sonnait convaincant pour quelqu'un qui avait grandi dans la pauvreté, qui s'était battu pour tout, qui avait des raisons de se méfier des systèmes conçus pour garder les gens comme lui à leur place. Snipes arrête de déclarer ses impôts de 1999 à 2004. Pendant cette période, il gagne environ 37 millions de dollars. Il ne se contente pas d'éviter de payer, il dépose des déclarations amendées frauduleuses réclamant 12 millions de remboursements. Quand l'IRS frappe à la porte, il double la masse. Lettre menaçante affirmant que l'IRS est une organisation terroriste illégitime, se déclare non-résident alien malgré sa naissance en Floride, transfère des actifs dans un pure trust en prétendant ne plus posséder son argent. Chaque mot aggrave les choses exponentiellement. Octobre 2006, les procureurs fédéraux le frappent avec complot pour frauder les États-Unis, dépôt de fausses déclarations et 6 chefs d'accusation pour non-déclaration. S'il est condamné sur tous les points, il risque 16 ans de prison fédérale. Le procès devient une sensation médiatique, le Blade d'Hollywood face au procureur du gouvernement. Le symbolisme est incontournable. 1er février 2008, le jury l'acquitte des chefs de félonie grave, mais le condamne sur 3 chefs de misdemeanor pour non-déclaration. Le juge William Terrell Hodges prononce la peine maximale, 3 ans.
Snipes fait appel plusieurs fois, invoquant partialité et racisme. Tous les appels sont rejetés. 9 décembre 2010, Wesley Snipes devient le détenu fédéral numéro 4355080. Il purge 28 mois à la McKean Federal Correctional Institution en Pennsylvanie avant sa libération en avril 2013, suivie d'assignation à domicile. Mais le cauchemar financier continue. L'IRS place une hypothèque de 23,5 millions pour impôts et pénalités impayés. Snipes propose 850 000 $. Il contre-offre 9,5 millions. Des rapports suggèrent qu'il doit encore environ cette somme aujourd'hui. Pour la plupart des gens, ce serait la fin. Carrière terminée, réputation détruite, avenir annulé. Wesley Snipes n'est pas la plupart des gens. Les années dans le désert. Quand Wesley Snipes sort de prison fédérale en avril 2013, Hollywood est passé à autre chose. Les rôles se tarissent immédiatement. Pas parce qu'il manque de talent, mais parce que l'industrie décide qu'il est toxique. Il prend des petits rôles dans The Expendables 3, apparaît dans Chirac, fait The Player. Ce ne sont pas des rôles principaux, ce sont des caméos du style « Hey, vous vous souvenez de ce gars ?» Les appels des grands studios s'arrêtent complètement. Les réalisateurs qui le suppliaient de travailler avec lui, soudain, ont des conflits d'agenda. Mais quelque chose se passe dans les coulisses que personne ne remarque. Snipes continue de s'entraîner. Une ceinture blanche 5e dan ne s'entraîne pas toute seule. La discipline martiale qu'il avait portée par la pauvreté d'enfance, le racisme d'Hollywood, la gloire et la prison ne s'arrêtent pas. 6 jours par semaine au dojo, rester en forme, rester affûté, comme s'il savait que quelque chose arrivait. Puis, en 2019, Dolomite Is My Name de Netflix lui donne un rôle secondaire significatif face à Eddie Murphy. Les critiques remarquent que Snipes commande toujours l'écran. Il apporte gravité et humour au rôle de l'agent comptable de Rudy Remour. Les réalisateurs recommencent à se souvenir pourquoi ils le castaient originalement. Pas seulement les compétences martiales, la présence, l'intelligence derrière les yeux. Mais les grands rôles, les opportunités de franchise sont partis. Marvel annonce le reboot de Blade avec Mahershala Ali en 2019, un double lauréat des Oscars prenant le rôle le plus iconique de Snipes. Le symbolisme est brutal. Hollywood passe à quelqu'un de plus sûr, plus présentable, moins compliqué. Le reboot devait sortir en 2023, puis 2024, puis novembre 2025, puis Marvel l'annule complètement en mars 2025 et le retire de leur planning. 6 ans de développement, 6 scénaristes différents, 2 réalisateurs qui partent. Rien à montrer. Pendant ce temps, Wesley Snipes regarde de l'extérieur. Le rôle qu'il a créé, le personnage pour lequel il s'est battu, la trilogie qui a sauvé Marvel de la faillite, mal gérée par le même studio qui lui doit tout. Et voici ce que personne n'attendait. Il n'était pas amer, il restait prêt. L'appel qui a tout changé. Ryan Reynolds lui envoie un texto. Après 2 décennies de supposée animosité née du désastre de Trinity, Reynolds le contacte pour Deadpool et Wolverine. Snipes n'y croit pas d'abord. Pourquoi Marvel serait intéressé? Pourquoi Disney signerait pour un ex-détenu revenant dans une grosse franchise? Mahershala Ali est déjà le nouveau Blade. Maintenant, la porte est fermée, mais Reynolds est persuasif, et il comprend quelque chose que les cadres de Disney ne comprennent pas. Le public se fiche des décisions corporate. Il veut de l'authenticité, il veut le vrai. Quand Snipes arrive sur le plateau, il garde son implication secrète, même vis-à-vis de sa famille. Les NDA sont blindés. Une fuite pourrait tuer la surprise. Il travaille discrètement, professionnellement. Aucun des chaos de Trinity. Juste un homme reconnaissant pour une autre chance, prêt à livrer. Et quand les caméras tournent, cette vieille intensité revient. À 62 ans, Snipes bouge comme s'il n'avait jamais arrêté. La maîtrise martiale toujours affûtée. La présence à l'écran toujours magnétique. L'équipe regarde avec une vraie admiration. Ce n'est pas un acteur has-been qui vient chercher un chèque nostalgie, c'est une légende qui prouve qu'elle n'est jamais vraiment partie. Le film se termine, la campagne marketing commence, et Marvel Studios garde l'implication de Snipes complètement secrète. Les spéculations en ligne sont folles. Les fans supplient pour des caméos de personnages de l'ère Fox. Certains prédisent que Blade pourrait apparaître. La plupart pensent que c'est du wishful thinking. Puis, Deadpool et Wolverine sort en juillet 2024. La scène qui a brisé Internet. Quand Wesley Snipes apparaît à l'écran en cuir noir, l'épée iconique, cette posture familière, les salles explosent. Les gens se lèvent, ils hurlent, ils pleurent. 20 ans après que Trinity les ait déçus, 25 ans après que le premier Blade ait changé le cinéma de super-héros pour toujours, le voilà, toujours dangereux, toujours cool, toujours Blade. La réplique qu'il balance, « Il n'y aura jamais qu'un seul Blade », devient instantanément légendaire. Regard à l'écran.
Confiance absolue. Un gros doigt d'honneur pas si subtil à l'incapacité de Marvel à faire décoller leur reboot. Le public des avant-premières devient nucléaire. Les mèmes se répandent en quelques heures. Les réseaux sociaux n'arrêtent pas d'en parler. Guinness World Records officialise, Wesley Snipes détient désormais 2 records. Plus longue carrière en tant que personnage Marvel live-action, battant Hugh Jackman, plus longue pause entre 2 apparitions du même personnage, 25 ans et 240 jours. Le film lui-même, 1,3 milliard dans le monde. 3e plus gros film de 2024. Un succès massif que personne ne prédisait dépendre autant d'un acteur de 62 ans qu'Hollywood avait rayé comme fini. Snipes n'avait pas besoin d'histoire d'origine complexe, pas besoin de setup ou d'explication. Il avait juste besoin d'être là. Et pendant ces quelques minutes à l'écran, il a rappelé à tout le monde une vérité fondamentale qu'Hollywood essaie constamment d'ignorer. On ne remplace pas l'authentique. Le retour de flamme de l'industrie. Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que le plan d'Hollywood pour enterrer Wesley Snipes et passer à Mahershala Ali s'est spectaculairement retourné contre eux. Et maintenant, ils font face à un problème qu'ils ont créé. L'insider Daniel Richtman commence à rapporter quelque chose d'explosif. Snipes pourrait apparaître dans plusieurs projets MCU non annoncés. Avengers Secret Wars est un candidat probable. Avengers Doomsday fait sens. Pensez-y logiquement. Marvel a ramené Tobey Maguire et Andrew Garfield en Spider-Man pour No Way Home. Ce film a fait 1,9 milliard. Pourquoi ne ramènerait-il pas le personnage Marvel le plus iconique de l'ère Fox, surtout quand leur projet Blade actuel est plus mort que les vampires qu'ils chassent? Mais voici le hic. Ils ne peuvent pas publiquement admettre qu'ils se sont trompés. Admettre que recasper Blade est une erreur. Admettre que Snipes à 62 ans vaut plus pour eux que leur remplaçant oscarisé. Mahershala Ali lui-même exprime sa frustration à la première de Jurassic World Rebirth. Quand on lui demande quand le tournage de Blade va commencer, sa réponse est brutale. « Appelez Marvel, je suis prêt. Dites-leur que je suis prêt. » Ce n'est pas de la confiance, c'est de la lassitude d'un acteur qui a signé en 2019 et qui est en 2025 sans rien à montrer. Daniel C. Goyer, qui a écrit la trilogie originale et réalisé le chaotique Trinity, admet récemment qu'il est perplexe face à l'incapacité de Marvel à trouver l'histoire. Un chanteur de vampires qui chasse des vampires devrait être simple. Il dit « L'ironie est belle. Marvel Studios, maître de l'univers partagé, n'arrive pas à craquer Blade. » Pendant ce temps, Wesley Snipes apparaît peut-être 10 minutes dans Deadpool et Wolverine et vole tout. La campagne de murmures qui essayait de tuer son comeback fonctionne maintenant en sens inverse. Les cadres qui répandaient « trop vieux, trop risqué » deviennent nerveux parce que le public vient de prouver qu'il veut Wesley Snipes plus que quiconque de Marvel essaie de lui substituer. La position impossible. Marvel est coincé. Ils ont Mahershala Ali, un acteur réellement talentueux avec 2 Oscars, engagé pour le rôle. Ils ont investi des années de développement et des millions de dollars dans un film qui n'arrive pas à se faire. 6 scénaristes n'ont pas réussi à trouver l'histoire. 2 réalisateurs ont claqué la porte. Le projet devait lancer la phase 5. Il est devenu la phase maudite. Mais ils ont aussi Wesley Snipes, la seule personne que le public veut vraiment comme Blade. À 62 ans, prouvant qu'il peut encore livrer de l'action authentique, battant des records Guinness, volant un film à 1,3 milliard avec un temps d'écran minimal, générant plus de buzz organique que n'importe quelle campagne marketing que Marvel pourrait acheter. Le coup intelligent est évident. Donner à Snipes un dernier vrai film Blade solo, le laisser passer le flambeau à ses conditions, ou créer un scénario multiverse où les 2 versions existent. Ali devient le Blade de la timeline martiale MCU, mandant que Snipes reste la version définitive d'une autre réalité. Les réunir pour Secret Wars ou Doomsday. Mais cela exigerait que Marvel admette qu'ils se sont trompés. Admettre qu'ils ont foiré un reboot de franchise pendant 6 années d'affilée. Admettre que l'ex-détenu qu'ils ont essayé d'effacer vaut plus que le choix sûr qu'ils l'ont préféré. Hollywood ne s'excuse pas. Il double la mise. Pour ajouter du carburant aux spéculations, Snipes a signé avec Independent Artist Group en octobre 2024. On ne signe pas avec une grosse agence de talent sans projet en vue. Les agences ne prennent pas de clients par charité. Snipes prépare quelque chose, ou plusieurs choses. Il reste énigmatique sur les réseaux sociaux, partage des articles sur son comeback sans rien confirmer, poste des vidéos d'entraînement montrant qu'il est toujours en forme remarquable. Le silence génère plus de buzz que n'importe quelle annonce. Il a appris quelque chose pendant ces années dans le désert. Le mystère crée la demande. Ce que représente ce comeback.
Ce n'est pas juste une question de Wesley Snipes qui décroche un autre rôle. C'est une question de savoir si les promesses américaines sur la rédemption sont réelles ou performatives. Est-ce qu'une personne qui a purgé une peine de prison fédérale peut vraiment être réintégrée? Est-ce que les erreurs passées peuvent être reconnues sans devenir des tâches permanentes? Est-ce que le talent et la discipline peuvent surmonter le désir de l'industrie pour des stars sûres et contrôlables? Le parcours de Snipes teste tout ça. Il a pris de très mauvaises décisions fiscales. Il a purgé sa peine, il a payé sa dette envers la société, littéralement et figurativement. L'IRS a toujours son hypothèque de 9,5 millions. Chaque chèque qu'il touche, une partie va rembourser 2 décennies d'obligations fiscales. Il porte ce fardeau tous les jours. Mais il n'a pas laissé ça le définir, n'est pas devenu amer, n'a pas blâmé tout le monde sauf lui pour ses erreurs. Il a assumé ce qu'il avait fait, purgé sa peine et reconstruit discrètement par pur talent et discipline. Avant Deadpool et Wolverine, mentionner Wesley Snipes signifiait évoquer l'évasion fiscale, le désastre de Trinity, les post-it, le chaos sur le plateau. C'étaient les gros titres, les punchlines, les histoires d'horreur. Maintenant, ce sont des notes de bas de page dans une histoire plus grande sur la résilience. Les jeunes fans qui le découvrent via le caméo Deadpool retournent voir la trilogie originale Blade, réalisent ce qu'ils ont manqué. Les réseaux sociaux sont remplis d'arguments selon lesquels c'est le meilleur casting comic book ever, qu'il a pavé la voie à tous les super-héros noirs qui sont venus après, que sans sa volonté de se battre pour un chasseur de vampires R-rated quand les studios pensaient que c'était du suicide professionnel, il n'y aurait pas de cinéma de super-héros moderne. La conversation a radicalement changé, et Marvel n'y est pour rien, sauf avoir essayé de l'empêcher. Le témoignage physique. À 62 ans, Wesley Snipes maintient une condition physique qui fait honte à des hommes 2 fois plus jeunes. Cette ceinture noire 5e dan en Shorin Ryu Karaté ne se maintient pas toute seule. Ça a demandé des décennies de dévouement constant, commencé à 7 ans, jamais arrêté. La résilience mentale qui a gagné ses ceintures dans 7 disciplines martiales, c'est ce qu'il a porté à travers la pauvreté de l'enfance, le racisme d'Hollywood, la gloire et la prison, à travers chaque porte qui claquait à sa sortie. Pendant que beaucoup de stars d'action de son âge comptent sur des doublures et du CGI, Snipes bouge toujours comme un combattant, s'entraîne toujours 6 jours par semaine, comprend toujours que la discipline est la seule chose qui sépare le succès de l'effondrement. Il n'a jamais arrêté de se préparer. Même quand il n'y avait rien pour se préparer, même quand Hollywood lui disait que son temps était fini, il restait prêt pour ne pas avoir à se remettre en forme. Et quand Ryan Reynolds lui a envoyé ce texte, Snipes n'a pas eu besoin de 6 mois pour retrouver la forme. Il y était déjà. C'est la différence entre quelqu'un qui court après la relevance et quelqu'un qui n'a jamais douté de sa valeur. La vraie victoire de Wesley Snipes. Wesley Snipes a déjà gagné. Non pas en conquérant Hollywood ou en obtenant une ultime vindication, en reprenant le contrôle de son narratif. Il n'est plus défini par ses plus bas moments. L'évasion fiscale est maintenant du contexte, pas le titre. Le drama de Trinity est une note de bas de page, pas son legacy. Il est le gars qui est revenu, qui a battu des records, qui a rappelé à tout le monde pourquoi il comptait. Les étudiants de cinéma de demain analyseront ses performances. Les pratiquants d'arts martiaux référenceront sa technique authentique. Les acteurs qui traversent des controverses étudieront son playbook de comeback. Il est devenu une étude de cas en résilience qui vaut plus que n'importe quel box-office ou prix. Legacy dépasse l'entertainment. Il parle de la capacité humaine fondamentale à grandir et à se racheter, à refuser qu'un chapitre définisse toute l'histoire. Hollywood, qui l'avait mis au rebut, récalcule. Les cadres qui ne rappelaient pas il y a 10 ans veulent soudainement des réunions. Des projets qui semblaient impossibles pendant son exil sont de retour sur la table. L'industrie fonctionne sur le momentum. Wesley Snipes en a 2 nouveaux. Les producteurs intelligents reconnaissent que son nom génère de la presse instantanée. Son visage sur une affiche crée du buzz que l'argent ne peut pas acheter. L'histoire de comeback s'écrit toute seule en campagne marketing. Mais voici ce qui compte le plus que tout. Quand les lumières se sont éteintes et qu'Hollywood est passé à autre chose, Wesley Snipes n'a pas craqué. N'est pas devenu une autre histoire d'horreur sur la gloire et l'excès, n'a pas sombré dans l'amertume. Il a trouvé quelque chose de plus précieux que d'être remembré, la dignité dans l'obscurité, un but au-delà des applaudissements. L'histoire inachevée. Les dernières headlines ne sont pas des breaking news au sens classique, ce sont des chapitres d'une histoire en cours plus intéressante que n'importe quel développement unique.
Chaque rumeur sur Secret Wars, chaque interview où il sourit et ne dit rien, chaque post sur les réseaux qui tease des projets qu'il ne peut pas discuter, sont des pièces d'une mosaïque plus grande dépignant un homme qui a refusé que son histoire soit terminée. Il a réécrit la fin lui-même, sans aide de l'industrie qui a essayé de l'effacer, avec rien d'autre que de la discipline, du talent et la compréhension que le rejet d'Hollywood n'est pas le dernier mot sur la valeur de quelqu'un. Quand Marvel annoncera enfin ses plans, et ils le feront parce que la demande publique ne s'arrêtera pas, rappelez-vous que vous avez été témoin de quelque chose de rare, quelqu'un qui tombe du sommet absolu, touche le fond de façon spectaculaire et remonte par pure détermination et compétence. Hollywood, célèbre pour dévorer ses jeunes et jeter ses vétérans, a fait de la place pour un deuxième acte que personne ne prédisait. Pas par générosité, par nécessité. Parce que Wesley Snipes les a forcés à se rappeler pourquoi les légendes deviennent des légendes. Il n'y aura qu'un seul Blade, et son nom est Wesley Snipes. Tout le reste essaie de rattraper la foudre dans une bouteille qu'il a déjà bu. La question n'est pas de savoir s'il est de retour, c'est réglé. La question est jusqu'où peut aller ce comeback. Vu les 1,3 milliard, la réponse semble être très loin. Certaines histoires demandent d'être racontées jusqu'au bout. Celle-là en fait partie. Qu'en penses-tu ? Marvel devrait-il donner à Wesley Snipes un dernier film Blade solo ou le laisser ancrer Secret Wars à côté de la nouvelle génération? Laisse ton avis en commentaire. Si tu penses qu'Hollywood a essayé de l'enterrer et qu'il a refusé de rester au sol, like la vidéo. Abonne-toi pour plus d'histoires sur des légendes qui ont réécrit leur fin. Parce que ce comeback n'est pas encore terminé.